L'édition spéciale, bien évidemment, continue sur la chaîne Info. Toutes nos équipes sont mobilisées. Les mots claquent ce matin. Enfer, désolation, catastrophe, désastre, apocalypse même. Les mots manquent ce matin alors que 95% de Saint-Martin a été détruit. Le bilan humain est en constante évolution. Il est lourd, très lourd. Et puis, vous le savez, il est 3 heures du matin sur place. Et les premières heures du jour seront certainement terribles avec peu à peu la découverte de l'étendue du dégât. Regardez les dernières images qui nous parviennent. Elles sont de Saint-Martin, elles sont aussi de cette île complètement dévastée, l'île de Barbuda. Premières images que nous avons regardées, 95% du territoire a été ravagé par les vents, plus de 360 km/h et par les vagues, plus de 12 mètres. Julie Hamet, vous êtes avec nous ce matin. Présentation de nos invités peut-être. Exactement. On est avec Patrick Caram, président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Cédric Ingrand, les lignes téléphoniques sont complètement coupées. Vous allez nous montrer que sur Internet, eh bien, c'est là que la solidarité vraiment s'organise. On sera aussi évidemment avec notre spécialiste météo, Guillaume Woznica, et puis nos envoyés spéciaux sur le terrain, Florian Litzler à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, là où les secours sont arrivés ce matin, mais également Marie Belot en direct depuis le ministère de l'Intérieur. On va faire un premier point d'ailleurs sur la situation ce matin, toutes ces images qui nous parviennent, qui nous sont parvenues toute la soirée avec Marie Belot. Au lever du jour à Saint-Barthélemy, la pluie est toujours là et les habitants viennent constater les dégâts. Dans les rues, près d'1 mètre d'eau s'écoule et charrie des débris de toutes sortes. Ici, l'œil du cyclone de 50 km de diamètre est resté environ 1h30 avant de toucher l'île voisine de Saint-Martin. Les vents sont alors d'une violence inouïe, plus de 300 km/h. Et les vagues auraient atteint jusqu'à 12 mètres. Oh my God! Cet hôtel du bord de mer a été complètement ravagé par les eaux. Les villes côtières sont submergées et les voitures se mêlent désormais aux bateaux. Les arbres arrachés, les murs de béton renversés témoignent de la violence de l'ouragan. Un premier bilan estime que 60 à 70% des maisons de Saint-Martin sont détruites, tout comme l'aéroport de Lille, qui sera inutilisable pendant plusieurs jours et qui pourrait retarder l'arrivée des secours. Patrick Caram, vous êtes président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, vous êtes guadeloupéen, vous avez de la famille à Saint-Martin, vous avez pu les avoir brièvement dans la nuit. On a des images, on les a vues bien évidemment, catastrophe, désolation. Ils ont pu vous parler cette nuit? Il y a pour eux un sentiment de tragédie immense. Ils ont eu d'abord très peur. Mes amis qui sont là-bas, qui ont vécu ce cyclone, ont eu très peur. Ils ont eu des toitures, leurs toitures enlevées, et ils ont dû se réfugier dans une pièce pour se mettre à l'abri. C'est une situation pour eux dramatique. Et ils m'ont dit craindre aussi les pillages, parce que sitôt les vents faiblissent, vous avez des gens qui sont venus pour aller piller les domiciles et pour aller effectivement se servir. On se souvient qu'en 2000, lorsqu'il y a eu le cyclone Louis en 1995, 15% de Saint-Martin avait été détruit. Et il y avait eu, de mémoire, une dizaine de morts. Le bilan risque d'être beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, même les bâtiments qui sont censés résister, les plus solides, la préfecture, comment dirais-je, l'aéroport, les hôpitaux, etc., même ces bâtiments-là n'ont pas résisté. On a vu des images de l'aéroport totalement dévasté, et pourtant maintenant un aéroport en dur. Et imaginez les simples habitations, imaginez les cases en bois avec de la tôle. Vous imaginez quand même ce qui se passait à ce moment-là où vous voyez des tôles, des toitures qui se baladaient, qui pouvaient décapiter ceux qui pouvaient passer, des maisons qui s'effondraient sur leurs habitants. Le bilan, malheureusement, et j'ai une pensée pour nos compatriotes français de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, j'ai une pensée tragique pour eux parce qu'ils vivent et ils ont vécu une véritable tragédie avec la peur au ventre, avec des gamins qui n'en peuvent plus, avec dans les hôpitaux des malades qui aujourd'hui doivent être évacués de toute urgence et parce que c'est une urgence sanitaire. Mais c'est le vrai sujet. Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe va servir de hub pour les secours. Tout est à refaire, tout est à refaire. Et j'appelle vraiment l'État à assumer ses responsabilités. En 1995, le coût du cyclone de Louis avait été autour de 2 milliards d'euros. Ça vous en dit
long sur ce qu'il faudra faire pour reconstruire Saint-Martin. J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs, que des lignes téléphoniques ne seront pas en l'air, parce que là, vous risquez d'être emporté à la première tempête et vous pouvez effectivement électrocuter les passants. J'espère que les infrastructures seront reconstruites comme il le faut, parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence nationale. Et on rappelle ce bilan, 8 morts, 23 blessés, bilan évidemment provisoire et qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. On va écouter la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui est arrivée ce matin en Guadeloupe. Alors je suis ici en Guadeloupe, là où on a installé l'ensemble de notre relais logistique. Je suis arrivée aussi avec une équipe d'une 120 hommes supplémentaires, Croix-Rouge, pompiers, sécurité civile. Nous avons aussi des chiens parce que malheureusement nous allons avoir du travail à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy où les dégâts sont très importants. Je partirai demain matin et on aura beaucoup plus d'informations. Ce que l'on sait, c'est que les premières images qu'on a pu voir ou les premières informations qu'on a pu voir font qu'on a des dégâts extrêmement importants sur les deux îles. Mais encore une fois, les relations et les liaisons sont rares et de très mauvaise qualité. Voilà, Cédric Ingrand, grâce à vous, depuis ce matin, on a des images, parce qu'effectivement, la plupart des communications sont coupées. Images de catastrophe, on l'a dit, dévastées, il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus de port, on ne peut plus accoster, notamment à Saint-Martin. Il y a des images avant, il y a des images après, et il y a surtout tout ce qui vous parvient minute par minute. En fait, le plus troublant, le plus terrifiant presque, c'est qu'il n'y a pas de tweets qui viennent de Saint-Martin cette nuit. Rien. On a l'impression que l'île est totalement coupée du monde. Il est 3 heures du matin. Et il est 3 heures du matin là-bas. Les dernières photos qu'on a datent d'hier soir. Regardez par exemple ce qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on voyait à l'aéroport de Saint-Martin, si on peut voir voilà. Les pistes envahies par le sable, des pistes évidemment totalement impraticables à l'heure où je vous parle. Même l'intérieur de l'aérogare est devenu une piscine. On a des photos de certains terminaux d'aviation privés où on voit bien qu'évidemment tout ça ne redémarrera pas du jour au lendemain, loin de là. Sur l'avant-après, évidemment, il faut dire qu'on partait d'un paysage de carte postale comme ce qu'on voit ici. Ça, c'est Marigot, le port de plaisance de Marigot. Le même port de plaisance pris du même angle hier soir, en tout cas, ressemblait plutôt à ça. Alors évidemment, énormément de photos, de toitures arrachées, de voitures retournées, d'immeubles effondrés. On commence presque à s'y habituer. Mais rien de récent, rien évidemment qui tombe au milieu de la nuit. Oui. Oui, non, le safety check, par contre, a été activé sur Facebook, hein, c'est ça? Il y a eu un safety check sur... Voilà, on est en sécurité ou pas? Le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a plus d'électricité, plus de réseau mobile. Alors, il reste encore certains réseaux satellitaires pour ceux qui étaient le mieux équipés. Mais pour le reste, voilà, on a toutes ces images de désolation. Alors, de fait, il y a quand même des choses qui s'organisent, même au-delà de Facebook. Il y a Visov, qui est un sorte de réseau d'internautes sur les réseaux sociaux qui réagissent en cas d'urgence pour aider, par exemple, des gens à retrouver des proches. Il y a aussi une application qui s'appelle Quidam avec un W, qui permet justement de poster des messages, de poster des alertes, d'en recevoir et d'aider certains à retrouver le contact avec leurs proches. Mais c'est des choses qui n'arriveront que quand les réseaux de communication évidemment remonteront. Évidemment, et Guillaume va nous en parler dans un instant, la suite est évidemment pas très réjouissante. Les deux autres tempêtes tropicales qui arrivent, je voulais finir sur cette photo. Cette photo, c'est le coucher de soleil sur Haïti, qui est à mon avis le dernier coucher de soleil avant la catastrophe. Alors effectivement, hein, ce cyclone qui continue à faire des ravages. Guillaume Vosnica, on en parlait toute la journée d'hier. Ça a été votre travail. On a parlé de vent, de l'arrivée de vent à 360 km/h, des vagues de 10 à 15 mètres. Jamais un cyclone n'a été aussi fort. Est-ce qu'il y a une explication? Les images, on les a aujourd'hui. Hier, on était dans le doute, dans les questions. Et aujourd'hui, malheureusement, le constat est là, frappant, catastrophique. Oui, c'est vraiment un ouragan historique, hein. On l'a vu avec ses puissances de vent au-delà de 300 km/h. L'explication, elle est finalement assez simple. L'ouragan, il s'est formé là où il se forme habituellement, c'est-à-dire à l'ouest de l'Afrique. Mais à cette période de l'année, la température de l'eau y est plus élevée d'environ 2 à 3 degrés. Et lorsque la température des océans est plus élevée, ça veut dire qu'il y a davantage d'évaporation, donc davantage de masse nuageuse. Et c'est un carburant supplémentaire dans l'énergie qui est fournie donc à cet ouragan. Si bien qu'il est arrivé en catégorie 5 sur les Antilles, ça n'était jamais arrivé. D'habitude, cette catégorie elle est plutôt atteinte dans les Caraïbes parce que là, l'eau est encore plus élevée, 30-31 degrés. Mais comme déjà l'eau était très très élevée à l'ouest de l'Afrique, ça lui a permis d'avoir une énergie considérable, beaucoup plus qu'en temps normal, si j'ose dire. On va revenir sur la puissance de ces vents. Victorin Lurel est avec nous.
en duplex, en direct. Il est 3h du matin, je vous le répète, bien évidemment, sur place. Vous êtes l'ancien ministre de l'Outre-mer. Le bilan s'alourdit, on le savait malheureusement, et les premières heures de la matinée seront certainement terribles. La situation, un point sur place dans l'île avec vous, s'il vous plaît. Alors, on est entre 8 et 10 morts. Pour vous donner une idée précise, parce qu'il s'agit de petites îles, si on devait mettre ce résultat à l'échelle de l'Hexagone, ça ferait à peu près 16 000 morts. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est un cyclone historique, cataclysmique, et pour ne pas dire apocalyptique. Pour vous donner une comparaison, Hugo en 89, la pression barométrique était à 941. La normale, c'est 1014. Lorsqu'on descend en dessous de 950, c'est considérable. Et là, sur Saint-Martin, hier, c'était 917, du jamais vu. Du jamais vu. Au-delà des explications données sur la température et le réchauffement, là, il y a une pression qui était énorme, une pression basse énorme, considérable. Et donc, on n'avait jamais vu ça, on n'avait pas vécu ça. On a connu Hugo, on a connu Louis, on a connu Mitch, on a connu Georges. Mais là, on n'avait jamais vu ça. Donc, c'est un cyclone apocalyptique, on peut dire ça, comme le disait un écrivain de Guadeloupe. Victorin Lurel, quels sont les premiers besoins là sur place? Est-ce qu'il y a encore du vent? Non, quels sont les premiers besoins sur place des personnes que vous rencontrez peut-être? Alors, la communication est assez mauvaise. Parce que ça passe mal. Quels sont les premiers besoins des habitants sur place que vous rencontrez peut-être? De quoi ont-ils besoin à l'heure actuelle là? Ils ont besoin de tout, parce que tout a été rasé. L'accès aux côtes est presque impossible. Les aéroports ne sont pas réparés parce qu'il y a du sable partout. On parle de Saint-Martin, c'est vrai, c'est cataclysmique, mais aussi Saint-Barthélemy qui est à côté. C'est 8-10 000 habitants, on n'a pas vraiment de nouvelles. En fait, il y a un blackout, et c'est un peu ça qui est étonnant. 15h, 20h après le passage de l'ouragan, on n'a pas vraiment un bilan humain précis. 8-10 morts, mais lorsque vous connaissez Saint-Martin, j'ai été député de Saint-Martin, Sandy Ground, ça veut dire terrain sableux, c'est une zone de submersion. On craint là de découvrir des choses abominables. C'est ce qu'on découvrira demain. Demain, 120 sapeurs-pompiers partent. Il y a déjà 80 de positionnés à Saint-Martin. Il y aura 102 gendarmes, il y aura des chiens. Et ça, c'est assez expressif et significatif. Oui, on craint un bilan humain lourd. Voilà ce qu'on peut en dire. En tout cas, l'État a été réactif. Les populations ici sont mobilisées pour le secours. Le département, la région font leur job. Et puis, il faut penser à Hugo qui arrive derrière et qui est déjà un ouragan. José, qui est déjà un ouragan. Victorin Lurel, quand on vous écoute, quand on voit les images, bien évidemment, que nous recevons et on les diffuse quand on les reçoit, il y a non pas un état d'urgence, il y a un sentiment totalement extraordinaire, non pas d'abandon, mais de quelque chose qui n'a jamais existé. 95% des territoires qui ont été rayés, vous l'avez dit, des gens dont on n'a absolument pas de nouvelles, notamment sur l'île de Saint-Martin. Il n'y a plus de port, il n'y a plus d'aéroport. Comment les secours peuvent s'organiser? Comment les populations vont avoir accès aux secours? C'est toute la question. Il y a déjà un petit énervement, une petite irritation de la population. Bon, il s'agit d'une catastrophe naturelle, même si les gens sont totalement informés. Ils connaissent un peu les règles et les codes pour affronter un cyclone et un ouragan, mais de classe 5 du jamais vu. C'est une chose. La deuxième chose, ce sont de petites îles. Il y a 2 aéroports à Saint-Martin. C'est à peu près 90 km², Saint-Martin. C'est 56 km la partie française, la plus large. Il y a un aéroport Grand Case, coupé. Il y a un aéroport international dans la partie néerlandaise, coupé, totalement abîmé. La préfecture détruite. La caserne des sapeurs-pompiers détruite. L'hôpital, il faudra évacuer les malades sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Et vous n'avez pas de moyens logistiques. Alors c'est demain, avec la ministre, avec les gendarmes, avec les sapeurs-pompiers, avec les hospitaliers qui sont là, qu'on pourra voir. Mais pour le moment, c'est vrai, c'est un blackout. Et c'est ce qui est un peu étonnant. Même les valises Inmarsat ne fonctionnaient pas. Le satellitaire ne fonctionnait pas.
les réseaux Internet ne fonctionnaient pas. Alors ça recommence petitement, mais c'est vrai qu'on est là dans une sorte de nuit communicationnelle. On n'a rien véritablement de précis. Au point que certains commencent à dire qu'on ne comprend pas comment c'est organisé. Alors s'il y a peut-être une petite béance, un petit trou dans l'organisation, ce sera ça. Pour José, il faudra bien qu'on soit mieux préparé en matière de communication. On ne peut pas laisser une île pendant 20 heures, si j'ose dire, absolument coupée de tout, malgré les efforts considérables faits par l'État, les collectivités, les associations et la population. Merci beaucoup Victorin Lurel d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Outre-mer. On le disait, 95% de l'île de Saint-Martin a été détruite. On va peut-être pouvoir voir ces images à nouveau, ce vent incroyable qui balaye l'île, l'aéroport détruit, les routes submergées. On va écouter Patrick Coulombet, l'architecte de l'urgence, qui nous évalue un petit peu les dégâts. De toute façon, les gens vont se débrouiller parce que comme il n'y a pas de moyen d'accès dans l'immédiat, ils vont se débrouiller. Et ils vont faire quoi? Ils vont essayer de remettre en état leur maison, leur habitation, aller aider les gens qui sont à côté. L'une des priorités, c'est évidemment l'électricité parce que ça engendre beaucoup de choses derrière ça. Donc remettre en marche l'électricité dans les propres habitations. Il faut encore que le réseau soit susceptible de fonctionner. Et aussi les problèmes d'eau. Donc l'acheminement en eau. Les problèmes d'eau, ils sont quand même un problème récurrent dans ce genre de catastrophe. Mais on peut être assez confiant quand même. C'est quand même des pays où il y a quand même des constructions qui sont quand même faites en solide et qui vont tenir, qui ont tenu. Et forcément, il y aura quand même des choses qui sont debout. Alors on va revenir sur les choses, les rares choses bien évidemment qui sont debout. Sophie de Menton, merci de nous avoir retrouvés sur le plateau de LCI, présidente du mouvement éthique, proche du MEDEF bien évidemment. Tiens, première question, puisqu'on va arriver bientôt, très bientôt, dans la solidarité. Le MEDEF a prévu quelque chose, vous vous êtes réunis? Absolument, j'ai eu Pierre Gattaz ce matin. Il va y avoir une task force d'urgence. Alors c'est intéressant parce que ce qui était dit est vrai. Je crois qu'il faut compter sur soi-même, que c'est la responsabilité individuelle, qu'on aide ses voisins. Et on est très étonné à notre époque de voir qu'il y a effectivement un silence en termes de communication, mais on ne peut pas faire face. Je veux dire, on ne peut pas faire face à tout. Tout est coupé, on est dans l'urgence, etc. Et donc le MEDEF a décidé de voir... de balayer son territoire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, les assureurs en premier. Donc, on va agir. Il va y avoir une task force pour voir s'ils pouvaient aller plus vite, comment ils vont faire, dans quelle mesure ils peuvent assurer, quels risques, etc. Il y a des MEDEF territoriaux, bien sûr, mais enfin qu'on peut à peine joindre. On va voir comment on peut agir aussi sur le tourisme directement, parce que c'est un revenu. Et on est plutôt, nous, dans le moyen terme. On n'est forcément pas dans le court terme, mais le moyen terme, c'est très vite. Et comme il faudra beaucoup d'argent, et que l'État ne peut pas tout, et que l'État a fait d'ailleurs plutôt un bon boulot. C'est largement mobilisé depuis hier et continue bien évidemment. Oui. Et donc il y a effectivement de l'argent privé qui va être mobilisé. Compliqué, ça, c'est un sujet qui n'est pas abordé au MEDEF parce que c'est un autre registre. Mais donc il y a effectivement, je pense que chacun peut agir dans ce genre de situation. Patrick Caram ? Oui, très rapidement. Il y a une urgence aujourd'hui. Alors on va parler du long terme, effectivement, il faudra reconstruire, parce que c'est des milliards et des milliards d'euros de destruction. Il faut être conscient qu'aujourd'hui on est dans un seuil qui n'avait jamais été atteint. 15% en 95, 2 milliards de reconstruction. Aujourd'hui, on parle de 95%. Je vous laisse donc imaginer l'urgence. Pardon, je vous coupe une seconde parce que ce que je voudrais pour que les gens qui nous regardent comprennent, ça représente quoi 95% d'une île que vous connaissez très bien détruite? Vous avez quasiment toutes les maisons qui ont été touchées, vous avez quasiment toutes les infrastructures, vous avez toutes les installations qui ont été... Ça veut dire hôpitaux, casernes de pompiers, hôpitaux, casernes de pompiers, mais aussi toutes les maisons individuelles, les cases, les immeubles collectifs. Tout a été... Approvisionnement d'eau, il n'y en a plus non plus, l'électricité non plus. Il y a un sujet. Il faut aussi que nos collectivités de l'Hexagone et de l'Outre-mer montrent leur solidarité, comme va le faire Valérie Pécresse avec la région Île-de-France, qui va prendre une initiative. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut comprendre comment ça marche. J'ai vécu des cyclones quand j'étais plus petit. Et à l'époque, effectivement, nous n'étions pas préparés. On était prévenus à la dernière minute et parfois dans l'œil du cyclone, on sortait et là, on se faisait balayer parce que l'œil du cyclone, c'est l'entre-deux. Vous savez, le cyclone passe, vous avez un moment où vous avez une accalmie, le ciel est bleu, vous sortez voir ce qui se passe. Et les vents repartent terriblement dans l'autre sens. Aujourd'hui, on sait tout ça et on sait se préparer. Là-bas, on commence par acheter de l'eau, de faire des stocks d'eau, de médicaments, des stocks aussi de nourriture. Le problème, c'est lorsque tout est balayé, vous n'avez
plus rien. Et là, va y avoir une véritable urgence sanitaire pour fournir en eau. Vous avez des bébés, vous avez des nourrissons, vous avez des enfants, vous avez des vieillards. Il faut pouvoir urgemment, aussi bien Saint-Martin que Saint-Barthélemy. On parle beaucoup de Saint-Martin, mais Saint-Barthélemy aussi a été, même si c'est à peu près 10 000 habitants, a été extrêmement touché. C'est à quelques kilomètres. C'est à quelques kilomètres. Évidemment, pour l'instant, il faut envoyer des bateaux, mais les ports sont détruits. Mais on s'est toujours débrouillé. À l'époque de Louis, des bateaux ont pu accoster. Il faut pouvoir envoyer des secours par hélicoptère. Et là aussi, il faut prépositionner des moyens. À partir de la Guadeloupe, il y a quelques centaines de kilomètres. Le sujet va être un sujet d'ordre humanitaire immédiat. Vous avez des gens aujourd'hui qui n'auront plus rien. Ils ont fait des provisions d'eau. Sans doute, ces provisions ont été effectivement dévastées. Vous avez des gens qui sont sous le décombre, et puis vous avez la question du maintien de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, les pillards sont à l'œuvre. Donc, vous avez un ensemble de problématiques qui est une urgence absolue. L'État, depuis les premiers cyclones, a su s'organiser. Moi, j'ai vécu les périodes catastrophiques où l'État jouait les abonnés absents. Petit à petit, l'État a renforcé son expertise. On a mis en place des cellules interministérielles, la possibilité d'essayer de joindre ses parents. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont ici, qui ont de la famille là-bas, vivent dans la peur, parce qu'ils n'ont aucune nouvelle, sauf quelques cas, sauf exception, de leur famille et de l'intégralité de leur famille. Et il faut aussi aujourd'hui avoir une pensée pour eux. Donc c'est un immense courant de solidarité nationale à laquelle aujourd'hui j'appelle. L'outre-mer, c'est la France, et il faut que les Français s'organisent. Je voudrais avoir une dernière pensée pour Haïti, parce que Saint-Martin a des bâtiments parfois qui peuvent être rustiques, en tôle, en bois, etc., qui n'ont pas tenu, mais imaginez Haïti, avec des concentrations de personnes. Haïti, vous avez encore des réfugiés, du tremblement de terre, des précédents cyclones. Haïti, il faut... Et c'est dans notre sphère culturelle, c'est une ancienne colonie française. Haïti va subir de plein fouet, et cette fois-ci avec des morts qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on connaît à Saint-Martin. Saint-Martin, c'est quelques dizaines de milliers d'habitants. Dans la partie française, c'est moins de 40 000 habitants. Haïti risque aussi de subir de plein fouet le cyclone, donc il faut une initiative internationale, à la fois pour les pays qui sont dévastés de la zone, mais aussi pour nos territoires ultramarins. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un point, Guillaume Boznica, sur la situation à Haïti? Est-ce que l'ouragan pourrait éviter Haïti, ou comment est-ce qu'on a une idée un peu de cette trajectoire? Indéniablement, Haïti va croiser le chemin d'Irma, ça c'est sûr. En revanche, par rapport à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'œil ne va pas passer sur l'île d'Haïti. Ça c'est vraiment la différence. C'est en soi une bonne nouvelle, ça veut dire que les vents seront moins violents. Haïti sera touché entre ce soir et demain, et on attend des rafales de vent supérieures malgré tout à 200 km/h. Et c'est vrai que Patrick Carin, vous le disiez, les habitations sont très rustiques, donc forcément les dégâts seront également très très importants, mais les vents seront quand même d'environ 100 km en moins forts que ce que l'on a eu sur Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Ce n'est pas un ouragan historique pour l'île d'Haïti. C'est un ouragan de catégorie 4. C'est ce même ouragan de catégorie 4 qui avait causé des centaines et des centaines de morts précédemment. Ce que je veux dire, c'est que Haïti n'est pas préparé du point de vue des infrastructures à réagir à ce type d'ouragan, de cyclone, parce que Haïti, tout simplement aujourd'hui, est dans un état désespéré du point de vue économique, du point de vue sanitaire, du point de vue des infrastructures. Voilà pourquoi il faut avoir cette pensée particulière pour Haïti. Alors, vous avez raison, parce que malheureusement, même si les vents seront un petit peu moins violents, il n'y aura certainement pas beaucoup de différence au niveau des dégâts qui seront causés sur Haïti. Ce que je vous propose, c'est faire un point sur les secours. On en parlait, aéroport dévasté, il n'y a plus de port. La difficulté va être, vous le voyez sur ces images, d'acheminer les secours. Le point sur les secours, il est 9h21. Vous comptez 6 heures de moins, 3h21 sur place au milieu du désastre et de la désolation. Écoutez. On prépare une catastrophe comme celle-là. À titre d'exemple, pour Irma, depuis une semaine, l'ensemble des équipes sont mobilisées. À l'heure où l'on parle, on peut compter sur plus d'une centaine de bénévoles et de salariés qui sont déjà mobilisés. À Pointe-à-Pitre, on est en train d'acheminer un certain nombre de renforts. Depuis la métropole, on avait envoyé des cadres techniques opérationnels en fin de semaine dernière. Là, on est en train de mobiliser nos équipes qui viennent de Guyane, de Martinique et qui rejoignent actuellement Pointe-à-Pitre. Les secours s'organisent évidemment, et la solidarité aussi sur Internet. Cédric, qu'est-ce que vous voyez passer? Plein de messages, c'est ça?
Plein de messages, mais je le dis encore une fois, et c'est assez terrifiant. On a vu le bilan qui a évolué depuis le début de la nuit de 6 morts à 8 morts. On se demande d'ailleurs comment ce recensement est fait précisément. Mais vu qu'on n'a absolument aucune nouvelle de l'île, que les infrastructures de communication sont à plat, on peut craindre le pire. On entendait Victor Allurel tout à l'heure qui disait je crains un bilan humain catastrophique. Et j'avoue qu'on le craint aussi quand on voit qu'il n'y a rien qui sort de l'île. Regardez les images pas un tweet. Oui, voilà, il y a ces images-là, mais tout ça date du début de la nuit chez nous, de la fin de soirée chez eux. Donc c'est assez terrifiant. Il semble qu'il y ait des gens qui refusaient de se mettre à l'abri. Alors c'est les personnes âgées, généralement quand elles sont dans leur bâtiment, comme elles savent qu'il y a... Alors il y a un sentiment un peu défaitiste où on se dit, bon, c'est Dieu, c'est la volonté divine, donc peu importe ce qui arrive, on reste dans notre habitation pour que notre maison, pour qu'elle ne soit pas pillée. 7 000 personnes ont refusé d'évacuer, ce qui est énorme. Pardon 7 000. Alors, je ne sais pas si c'est 7 000, mais en tout cas, vous avez au moins plusieurs centaines de personnes, surtout âgées, qui n'ont pas voulu quitter leur maison de crainte des pillages. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que sur le comptage des morts, il est impossible de le faire, parce qu'aujourd'hui, les forces de sécurité, les gendarmes qui sont présents, les forces de secours qui sont sur place, ne peuvent pas, mais ne peuvent pas tout simplement circuler. Vous imaginez que les routes sont coupées. Je vous ai dit tout à l'heure que les infrastructures ont été dévastées, les routes sont coupées, vous avez des arbres sur les routes, vous avez des parties des routes qui ont été cassées, etc. D'autant plus que, je le rappelle, nous sommes en pleine nuit, donc les hélicoptères ou le peu qui peuvent encore voler ne peuvent pas le faire. Et les habitants aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Alors effectivement, dans ces cas-là, nous avons une solidarité extrêmement forte qui se joue. Vous savez, c'est des voisins. La question humaine est très forte. Ici, nous avons une sorte d'individualisme. Là-bas, la question de la solidarité a toujours joué entre les uns et les autres. On se connaît. Le problème, c'est que c'est exactement ça le sujet. Aujourd'hui, on veut bien se partager. Ils voudront bien se partager le peu qu'ils ont. Le problème, c'est que lorsqu'ils auront tout perdu, comment ils vont nourrir Comment ils vont nourrir les bébés? Pensez aux bébés, aux jeunes enfants, aux vieillards. Le problème, c'est l'urgence humanitaire, immédiate et sanitaire. Parce que vous pouvez avoir, s'il y a la chaleur qui revient, des épidémies qui peuvent se développer. Mais alors vous avez connu la situation, comment on fait quand il n'y a pas d'aéroport, quand il n'y a pas de port pour acheminer des centaines de tonnes ou des milliers de tonnes de vivres d'urgence? À l'époque de Louis, en 95, alors il était moins puissant, il était de catégorie 4, mais il avait quand même causé 15% des destructions et 9 ou 10 morts. Eh bien à l'époque de Louis, on avait quand même pu utiliser le port. On s'était débrouillé pour passer par le port pour faire venir les secours et les vivres et l'eau par d'où viennent-ils ces secours de Guadeloupe. Aujourd'hui, la Guadeloupe est celui... Vous savez que ces îles-là sont aujourd'hui des collectivités d'outre-mer. À l'époque, elles étaient rattachées administrativement à la Guadeloupe. Eh bien, c'est à partir, parce qu'elles ne sont pas très loin, et c'est à partir de la Guadeloupe... Là où se trouve justement la ministre de l'Outre-mer. Bien sûr, c'est à partir de la Guadeloupe que tout va s'organiser et que toutes ces forces, tous ces renforts qui viendront de Martinique, qui viendront de Guyane et qui viendront aussi de l'Hexagone, eh bien, c'est à partir de Guadeloupe que tout va s'organiser. Mais il faut aller effectivement extrêmement vite et il faut que tout le monde collabore. On réécoutera d'ailleurs dans quelques instants, si vous êtes d'accord, la ministre de l'Outre-mer. Guillaume Woznica, la région a été placée en vigilance grise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire? Ça signifie globalement que l'ouragan s'éloigne. Le niveau maximum, c'est la vigilance violette qui n'avait jamais été jusque-là déclenchée. Ça a été la première fois donc pour Irma. Là, c'est le confinement qui est obligatoire. Personne n'a le droit de sortir. Ça, c'est vraiment pour des raisons de sécurité parce que le danger est imminent. Il a lieu dans les quelques heures qui vont suivre. La vigilance grise, ça veut dire que l'ouragan s'éloigne. Mais il y a encore du danger parce qu'il y a encore des inondations, parce que le vent continue de souffler. Et donc ça laisse la place libre au secours d'aller voir ce qui s'est passé, d'aller chercher les personnes, d'aller leur porter secours. Donc le confinement est encore conseillé, mais il n'est plus obligatoire en vigilance grise avant de redescendre à des niveaux de vigilance rouge ou orange quand vraiment l'ouragan s'est éloigné suffisamment. Bon, pardon, une minute quand même. Tout ça, c'est théorique. Parce que quand votre maison est détruite, vous n'allez pas rester dans une maison détruite. Là, aujourd'hui, ceux qui sont sur place et qui doivent se débrouiller, qui doivent chercher de la nourriture pour les gamins, pour les bébés, pour les enfants, eh bien, ils se débrouillent pour aller voir chez les voisins, pour essayer de sortir de là où ils sont. Ils ne peuvent plus utiliser des voitures parce que la plupart des voitures ont dû être englouties. C'est l'urgence absolue aujourd'hui. Et quant au secours, ils ne peuvent pas arriver. Comment peuvent-ils arriver ?
Comment peuvent-ils arriver puisque les routes aujourd'hui ne sont pas praticables? Et pour déblayer les routes, ce sera là un véritable enjeu. La différence entre les process qui sont mis en place et la réalité du terrain qu'on découvre peu à peu. Il est 9h26, il est 3h26 sur place. On se retrouve dans un instant, bien évidemment, l'édition spéciale continue. Toute la rédaction de LCI est mobilisée. Et puis au retour, on écoutera la ministre de l'Outre-mer qui est arrivée très tôt ce matin, il y a à peu près 2 heures sur place. La suite de notre édition spéciale sur la situation aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma, on le rappelle, ce bilan provisoire, 8 morts et 23 blessés. Pour l'instant, 95% de l'île de Saint-Martin a été détruite. Tanguy Bagné nous a rejoint. Bonjour monsieur, vous êtes représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va revenir avec vous dans un instant pour parler des secours qui s'organisent là-bas sur place et comment tout ça s'organise. Mais avant cela, on va écouter la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, qui est arrivée sur place ce matin en Guadeloupe. Alors je suis ici en Guadeloupe, là où on a installé l'ensemble de notre relais logistique. Je suis arrivée aussi avec une équipe d'une 120 hommes supplémentaires, Croix-Rouge, pompiers, sécurité civile. Nous avons aussi des chiens parce que malheureusement nous allons avoir du travail à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy où les dégâts sont très importants. Je partirai demain matin et on aura beaucoup plus d'informations. Ce que l'on sait, c'est que les premières images qu'on a pu voir ou les premières informations qu'on a pu voir font qu'on a des dégâts extrêmement importants sur les 2 îles. Mais encore une fois, les relations et les liaisons sont rares et de très mauvaise qualité. Voilà, des relations téléphoniques, bien évidemment, des contacts, même Facebook, aucun réseau social ne fonctionne. 95% de Saint-Barth a été détruit. Vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas de nouvelles, justement, d'habitants de l'île de Saint-Barth, même au téléphone, même sur les réseaux sociaux. Et vous avez, on l'a vu sur les images, l'île de Barbuda qui est quasiment rayée de la carte, ou en tout cas sous les eaux. Tanguy Bagné, c'était la question que l'on se posait. Plus d'aéroport, plus de port, pas de moyens d'accoster, une situation d'urgence, une catastrophe humanitaire et naturelle. Comment on peut, dans l'urgence, alors qu'on est en pleine nuit, il est 3h31 du matin sur place, comment on peut acheminer les secours? Comment ça se fait? Alors là, les conditions sont très difficiles, c'est clair. Ça va prendre du temps de mettre en place une chaîne logistique permettant d'amener les secours, aussi bien humains, mais aussi les matériels. Il va y avoir des besoins en matériels médicaux, des besoins pour déblayer les accès, notamment du matériel de tronçonnage, mais aussi du matériel pour protéger les bâtiments. L'eau, la nourriture, c'est vous qui l'amenez sur place? Alors ça va être pas spécialement les sapeurs-pompiers, mais d'autres forces vont concourir à cette arrivée d'aliments et de boissons, etc. Là, l'urgence, c'est vraiment de prendre en compte les victimes pour l'instant, mais aussi de rétablir les accès. Comment on fait sur une telle superficie, même si ces îles ne sont pas immenses? Alors, il faut définir des priorités. Là, l'objectif prioritaire, c'est réouvrir l'aéroport. Donc c'est en cours, la ministre en a parlé. Nous avons une chance, c'est qu'il y a des militaires qui sont basés de manière permanente sur l'île de Saint-Martin notamment, et qui ont pu contribuer au dégagement de la piste. Donc un avion militaire... Ça veut dire que là, à l'heure où nous parlons, la piste, au moins une des pistes est praticable? Il semblerait que la piste soit ouverte, ou très rapidement ouverte, puisque la ministre l'a indiqué, un avion de type CASA va pouvoir faire... C'est quoi un avion de type CASA d'ailleurs? C'est un avion, alors justement, de l'armée de l'air, qui est de petit gabarit, si je puis dire, mais qui permet d'atterrir sur des pistes sommaires. On a l'habitude de le voir plutôt sur des théâtres d'opération en Afrique, éventuellement. Donc là, c'est une opportunité... Qui peut tout transporter, matériel médical, oui, personnel... Dans une certaine capacité, bien évidemment. On l'a vu tout à l'heure avec Patrick Caram, une grande partie de l'aide s'organise depuis la Guadeloupe, c'est ça en ce moment? Oui, dans ce genre d'opération, il est important d'avoir une base arrière solide et en bon état. Alors nous avons de la chance, la Guadeloupe et la Martinique n'ont pas été impactées, ou très faiblement. Donc on va pouvoir utiliser toutes ces structures, par exemple les hôpitaux, pour rapatrier les blessés sur la Guadeloupe, mais aussi préparer tout un camp de base pour les secouristes. Il faut quand même héberger ces gens-là, les préparer pour pouvoir les projeter. Mais aussi stocker le matériel. Si on acheminait du matériel sur Saint-Martin pour le stocker, il serait soumis aux intempéries. Ce n'est pas forcément l'idéal. Oui, parce que comme nous le disait Guillaume Vosnica, notre spécialiste météo, il se prépare du pire encore pour le week-end à venir. Nouvel ouragan, nouvelle tempête. Donc comment on fait? On peut protéger encore un hôpital de campagne ou des hôpitaux de campagne? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, nous avons des moyens de protection des bâtiments. Ça va être principalement du bâchage. Ce qui est important dans une habitation ou un bâtiment institutionnel comme un hôpital, c'est de protéger la toiture pour pas que les eaux pénètrent à l'intérieur, mais aussi par les ouvrants, que ce soit les fenêtres ou les portes.
pour certaines, ont été arrachées. Les quelques images que nous arrivons à obtenir le montrent très bien. Et oui, le risque du prochain cyclone ou grosse dépression tropicale, suivant sa catégorisation à venir. Vous avez eu des nouvelles de vos collègues sur place ? Alors, les renforts envoyés se sont posés avec la ministre ce matin, heure française. Il y a également des renforts de la zone Antilles qui vont être déployés. Donc tout ça se met en place depuis la Guadeloupe et la Martinique notamment. Alors, on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron se rendra sur les lieux touchés par l'ouragan Irma rapidement. Je voulais revenir avec vous, Guillaume Wozenica, sur ces intempéries qui se multiplient. Il n'y a pas forcément plus d'ouragans que par le passé. En revanche, ils sont plus intenses, c'est ça ? Oui, c'est absolument ça. Par le passé, on a connu à peu près le même nombre d'ouragans. Il y a une légère augmentation au début du XXe siècle, mais depuis les années 2000, il n'y en a pas plus. Simplement, ils sont plus violents et tout cela est simplement lié au réchauffement climatique. On le voit, les mois passent, on entend ces records à l'échelle mondiale que l'on bat sur les continents, mais aussi à la surface des océans. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie pour ces ouragans. Donc, il y aura plus d'évaporation au niveau des mers. Et donc, ça veut dire qu'il y aura plus de nuages, plus de pluie, et c'est pour ça que ces ouragans seront plus intenses. Plus de carburant, mais pas forcément plus d'ouragans. Si vous avez une voiture, ou du moins si vous avez le carburant et pas la voiture, vous n'irez pas bien loin. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura pas plus d'ouragans, mais on a plus de carburant. Donc quand ils seront là, ils seront plus violents. C'est pour ça qu'il est arrivé en catégorie 5 sur les Antilles. Ça ne s'était jamais produit parce que la température de l'eau y est plus chaude qu'en temps normal. Exactement, parce qu'il faut se dire les choses. Jusque-là, on avait des cyclones de catégorie 4. Parce qu'ils arrivaient et ils se renforçaient dans la mer des Antilles avec la chaleur de l'eau. Sauf que ce cyclone s'est renforcé bien avant. Généralement, il passait en catégorie 5 bien après, lorsqu'il devait taper la côte des États-Unis, etc. Et là, le cyclone s'est renforcé bien avant. Je me demande, et ça c'est une question que je pose aux météorologues, est-ce qu'il ne faudra pas inventer une nouvelle catégorie parce qu'on risque d'avoir des cyclones qui vont prendre de plus en plus de force bien avant. Ils ne s'affaiblissent que lorsqu'ils passent sur les côtes ou lorsqu'ils vont entrer sur les terres. C'est à ce seul moment-là qu'ils s'affaiblissent parce qu'ils n'ont plus de nourriture, comme vous le disiez. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque ces cyclones, bien avant, commencent à se renforcer et continuent leur trajectoire, parfois en déviant, parfois, parce que là aussi c'est une particularité des cyclones, on ne peut pas prévoir leur trajectoire, ils peuvent dévier en cours de route, ils peuvent même faire demi-tour, on l'a connu dans le passé, ils peuvent stagner sur un territoire, et là c'est la catastrophe Celui absolue. qui est arrivé malheureusement, il est allé assez vite. Sa trajectoire, il est allé assez vite, bonne question. Il aurait pu passer sur la Guadeloupe, attendez, mais sur la Guadeloupe, c'était l'urgence absolue, tout le monde s'était préparé à ça et s'était préparé au pire. On ne peut pas prévoir sa trajectoire. Encore un renforcement des ouragans ? Certains spécialistes américains en parlaient justement hier. S'il y avait une catégorie supplémentaire, la catégorie maximale 5 sur 5, c'était le cas pour Irma, il aurait pu, cet ouragan, être classé en catégorie 6 parce qu'on a dépassé en vent moyen les 300 km/h. La catégorie 5, c'est 250 km/h de vent moyen. Donc on était très largement au-dessus. On peut se poser la question, effectivement, mais est-ce finalement bien utile puisque lorsque le vent souffle, comme ça a été le cas hier sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy à 300-350 km/h, est-ce que 20, 30, 50 km/h de vent supplémentaire, il y aurait énormément de différences finalement. Je vais vous laisser la parole. Justement, revenons sur les vents. Depuis tout à l'heure et depuis hier, bien évidemment, on parle de vents de 300-350 km/h. Pour que les gens comprennent, parce que 300-350, c'est tellement abstrait comme force de vent, la tempête qui a ravagé la France, on en a encore des stigmates, je ne vais pas dire les plus anciens d'entre nous, bien sûr, s'en souviennent. Les vents ont soufflé à combien ? Avec les tempêtes de 99, le 27 et le 28 décembre, on avait atteint les 200 km/h sur le pont de l'île de Ré. Au pic. Donc 200 km/h, là c'est quasiment pas loin du double. Donc déjà, on se souvient des stigmates qu'il y avait eu. Les dégâts avaient été absolument considérables. Il y avait eu aussi de nombreuses victimes en France métropolitaine. Donc ça montre un petit peu l'ampleur de cet ouragan qui était totalement inédit. Et outre le vent aussi, j'ajouterais le paramètre de la surélévation de la mer. On en a beaucoup parlé avec la tempête Xynthia en France. Lorsque la mer est entrée dans les terres, c'est ce qui s'est passé également dans des territoires qui sont... 10 à 15 mètres, c'est ça Voilà, 10 à 15 mètres de vagues, c'est l'équivalent d'immeubles de 3 à 4 étages. En termes de hauteur de vagues, ça a déferlé sur le littoral et aussi sont des parties de ces îles ont un territoire assez bas. Il n'y a pas beaucoup de relief, donc la mer est facilement entrée. Voilà, il y a eu surélévation de la mer et donc ça a gagné une grande partie des territoires. Ce type de tempête qui est arrivée en France, dans la France hexagonale n'aurait quasiment eu peu d'impact en Outre-mer parce qu'ils sont organisés. Le sujet, c'est aujourd'hui de préparer la France hexagonale à ce type de phénomène en utilisant ce que notre savoir-faire en Outre-mer. On a développé, on a déployé un code couleur, par exemple, pour catégoriser les situations de l'urgence. On a déployé aussi une méthodologie. Cette méthodologie, aujourd'hui, il faut pouvoir l'appliquer parce qu'il n'est pas certain qu'ici, dans l'Hexagone, nous soyons à l'abri dans le futur de ce type de ça n'empêche pas, vous le voyez pendant que nous parlons, bien évidemment, de voir ces images de la catastrophe.
bien évidemment, depuis ce matin, les gens qui interviennent, notamment sur LCI, les titres aussi de la presse, enfer, désolation, catastrophe, désastre. Et puis, vous avez l'ex-ministre de l'Outre-mer qui parlait, lui, carrément d'apocalypse. Un petit mot peut-être aussi de ces deux tempêtes dont on a parlé, José et Katia. Est-ce qu'ils constituent une vraie menace ou pas tellement? Alors Katia, non, puisqu'elle est située en ce moment même sur le Mexique, donc elle ne viendra pas toucher les Antilles. Katia, c'est un ouragan de catégorie 1, ça veut dire que le vent peut atteindre malgré tout les 150 km/h. Ce qui est plus inquiétant pour la région de Mexico, là où cet ouragan est situé, c'est plus le paramètre des pluies, puisque cet ouragan va stationner pendant 2 ou 3 jours, un peu à l'image d'Harvey. Là, ça pourrait amener des pluies très intenses. En revanche, il faut vraiment suivre de très près la tempête tropicale José, qui est passée il y a quelques heures à peine en ouragan de catégorie 1, avec des vents moyens à 150 km/h, et qui va donc progresser plus à l'ouest, donc en direction des Antilles. Au cours du week-end, il va passer... Vous savez si ça risque de repasser là où justement le cyclone a frappé? Donc là, on est quasiment sûr que l'œil ne passera pas sur les Antilles. Ça, c'est quasiment une certitude, même si on reste très prudent avec ce type de phénomène difficilement prévisible au-delà de 24 heures. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il va passer en ouragan de catégorie 3. Donc ça veut dire que les vents pourront dépasser à nouveau les 200 km/h. Donc c'est à nouveau considérable. Et entre samedi et dimanche, la trajectoire va s'incurver en passant nettement plus au nord des Antilles, à 150, 200 km au nord des Antilles. Ça va malgré tout amener beaucoup de pluie, beaucoup de vent, à 80, peut-être 100 km/h. Et dans l'état actuel où se situe l'île en ce moment, avec ces dégâts énormes, ça va forcément compliquer encore un peu plus la situation, même si ce ne sera en rien comparable, fort heureusement, à l'ouragan Irma qui vient de passer. Alors, il y a ce présent dramatique, mais la question qu'on se pose, puisqu'on sait que les conditions climatiques ne feront qu'empirer, finalement, dans les années à venir, est-ce qu'il y a vraiment des recherches? Est-ce qu'il y a une anticipation qui pourra beaucoup progresser? Parce que on a déjà fait des progrès en matière d'alerte, etc. Mais par exemple, il semble que Cuba soit assez exemplaire en la matière et que ce soit effectivement des exercices réguliers tous les ans, aussi bien par la population que la police, etc. Il semble que la prévention soit en avance. Est-ce qu'il y a de vrais progrès à faire en la matière ? Est-ce que ça ne va pas passer aussi par un problème culturel? Regardez ces images, on confond la mer, la route, des bateaux qui se retrouvent carrément au milieu des maisons. Quand vous nous parliez tout à l'heure de ces anciens, avec respect, qui refusent de quitter leur maison, il y a aussi une urbanisation, il y a aussi une façon de vivre dans ces îles, et on ne peut pas tout changer. Vous avez deux contraintes. Vous avez d'abord une contrainte liée au cyclone qui arrive, et donc il faut construire du dur qui est capable de résister au cyclone. Mais si vous faites du dur sans prévoir les tremblements de terre, parce qu'il y a des tremblements de terre dans la région, eh bien ça s'effondre. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous construisez en dur, mais il faut aussi pouvoir construire avec des normes antisismiques élevées, c'est des coûts de construction qui sont des coûts colossaux. Nous sommes incapables aujourd'hui de reconstruire l'outre-mer avec, effectivement... Tout à l'heure, pour ce qui s'est passé là et ce qui va se passer, vous nous parliez de milliards. C'est des milliards, mais nous sommes incapables de reconstruire avec une norme qui prendrait à la fois en compte les tremblements de terre et les cyclones. Il faut essayer de trouver une part entre les deux. La vraie question aujourd'hui va être pour l'après-cyclone, parce qu'on parlait de Cuba tout à l'heure. Effectivement, il y a des exercices. Cuba est assez organisé, exemplaire sur toute une série de points. Sauf que aussi en Outre-mer, on a su mettre en place notre propre corpus, nos propres codes et nos propres normes. Et ça marche plutôt bien. Dans les années 70, je peux vous dire que c'était catastrophique. Aujourd'hui, on sait mieux réagir, mieux se protéger. Sauf qu'on n'est pas préparé à cette violence, et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez la préfecture, quand même, la préfecture qui est bâtie sur des normes extrêmement solides, la préfecture qui ne résiste pas, les hôpitaux. Aujourd'hui, vous avez des gens, des malades aujourd'hui dont on ne sait pas quoi faire, pour certains d'entre eux. Quand vous avez des infrastructures prévues pour résister à tout, qui ne résistent pas, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour une simple maison individuelle? Et là-bas, vous avez une pauvreté. Il ne faut pas oublier que Saint-Martin, vous avez une différence entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je ne voudrais pas qu'on oublie Saint-Barthélemy. Saint-Martin a un revenu par habitant inférieur de moitié à la moyenne nationale. Saint-Barthélemy, c'est beaucoup plus parce que Saint-Barthélemy tire vers le haut, tourisme de luxe, etc. Donc le niveau de revenu par habitant, la richesse est plus élevée. Mais Saint-Martin, ce sont des populations extrêmement paupérisées avec beaucoup
beaucoup de populations immigrées, des populations immigrées qui vivent du précaire, qui s'habillent. Vous parliez de l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas faire des provisions? Imaginons des caves. Est-ce qu'on sait que ces besoins vitaux, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des provisions Les gens font des provisions dans leur maison. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire des provisions partout sur l'île. Et tout à l'heure, notre invité nous le disait, que quand tout est dévasté, même ceux qui ont fait des provisions, en fin de compte, il n'y a plus rien ce matin alors que nous parlons. Ils peuvent plus utiliser l'eau, plus d'électricité, plus rien. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, d'abord, ils ont vécu. Il faut se mettre en tête que ceux qui ont vécu ce cyclone-là ont vécu le pire. Parce qu'ils ont peur, ils sont enfermés dans le noir, aucune nouvelle de l'extérieur, ils sont seuls. On va écouter un témoignage. Mehdi Gaucher, habitant de Saint-Martin, on rappelle que cette île a été détruite à 95%. On avait l'impression d'une ville qui avait été bombardée. Le premier étage est rasé. Il reste les 4 poteaux d'angle. Il n'y a plus. C'était une bâtisse de 100 mètres carrés intérieur avec une grande galerie autour. Elle est rasée. Pour ce qui est de l'entreprise en bas, il reste un tiers de l'entreprise. Tout ce qui est dans la structure béton, tout ce qui est bois a disparu. Notre charpente entière qui fait 25 mètres sur 14 est de l'autre côté de la rue. Là, très franchement, j'ai fait 1 kilomètre à pied pour voir rentrer en contact avec quelqu'un. Une maison sur 2 est pulvérisée. On ne pourra jamais les recenser. Cédric Ingrand, vous avez une nouvelle image qui vous est parvenue sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-unes qui arrivent au compte-gouttes. C'est en fait rassurant d'ailleurs que des choses commencent à passer, même si évidemment, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il est 3h45 du matin, donc il n'y a pas de photo de jour. Il y avait un cliché, alors celui-là on l'avait déjà vu, mais il est évidemment toujours impressionnant. Et il y a ceci c'est le Westin Down Beach, c'est l'un des établissements les plus luxueux de l'île. Ce que vous voyez sur le toit, ce sont tous les panneaux solaires qui ont été arrachés par la force du cyclone. On voit aussi que la plage est dévastée, le reste aussi. Et ce qu'on voit bien, c'est que cette absence totale, le fait que ces îles soient pour l'essentiel coupées du monde, à part pour quelques équipes de secours, évidemment ça affole tous les gens qui ont des proches sur place. Beaucoup de tweets de gens qui se plaignent que les numéros d'urgence sont saturés. Celui-ci qui dit qu'il n'a vraiment toujours pas de nouvelles de son frère après le passage de l'ouragan. Et alors il y a un hashtag, c'est hashtag recherche Irma pour les gens qui cherchent certains de leurs proches qui sera encore sur l'île. Mais évidemment tout ça ne se débloquera qu'à partir du moment où on commencera à avoir un semblant d'infrastructure, au moins des lignes téléphoniques qui fonctionnent, un peu d'internet, pourquoi pas de mobile. Par rapport à cette situation de catastrophe que nous décrivait la ministre de l'Outre-mer, les premiers secours sont arrivés, non pas sur place, mais en Guadeloupe. Tanguy Bagné, les hommes qui vont intervenir dans quelques heures, on l'espère, ou qui vont pouvoir intervenir, ils vont intervenir comment et leur priorité? Quelle est leur priorité? Alors, il faut le rappeler, les conditions vont être difficiles. Tout est par terre à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. La priorité pour nous, c'est de sauver et secourir les personnes. En priorité, les personnes vulnérables ou blessées, que ce soit les enfants, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais il va falloir les trouver. Les personnes âgées, bien évidemment, mais aussi les malades et les blessés suite à l'ouragan. Donc toutes ces personnes, pour les trouver et les récupérer, c'est dégager des accès. Et ça va être la problématique. Toute la végétation. Avec quels moyens? Parce que là, je suis pas sûr qu'il reste des nos choses équipes, pouvoir... non, voilà, c'est pour ça. Nos équipes sont formées pour être autonomes et viennent avec le matériel nécessaire pour tronçonner, déblayer des accès. Il faut savoir que tous les arbres sont par terre, les réseaux filaires vont être également par terre, éventuellement emmêlés dans tout ça, sans compter les différents débris liés aux bâtiments, autres objets divers et variés. Donc le dégagement des accès est une priorité. Et un accès à l'île, c'est l'aéroport. Donc ça, c'est en cours, ça devrait être même déjà effectif. Donc on peut espérer que les premiers secours qui vont arriver normalement, donc aujourd'hui en heure locale à Saint-Martin, puissent faire une première évaluation dans les besoins. La ministre l'a rappelé également. Il faut vraiment essayer d'estimer au plus juste qu'est-ce qu'il va falloir envoyer comme personnel et matériel. Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments effondrés, par exemple? Dans ce cas-là, on va envoyer des équipes spécialisées. Est-ce qu'il y a besoin de chirurgiens? Là, les satellites, par exemple, sont utiles pour essayer d'avoir, alors que nous sommes encore en pleine nuit, une situation la plus exacte possible. Alors, vous faites bien d'en parler. Notamment, nos renforts sont équipés de valises satellites, c'est-à-dire des moyens de communication. Alors, au-delà du simple téléphone, il faut savoir qu'on pourra éventuellement transférer de la donnée, donc des images, de la vidéo, sur la situation là-bas. Et là, on sera en toute autonomie pour les communications. Donc ça sera intéressant dès qu'il sera mis en œuvre.
Guillaume Pesnica, on va peut-être refaire un petit point sur la situation, sur cette trajectoire de l'ouragan Irma. On sait que la Floride est en ce moment en train de se préparer. Des milliers d'habitants sont en train de fuir Miami notamment. Oui, puisqu'en Floride, on se prépare à connaître un ouragan pire que Katrina, puisque la Floride avait été relativement épargnée. Elle sera sans doute encore plus violent que Matthew en 1992. Alors pour l'instant, à l'heure qu'il est, l'ouragan se situe juste au nord-est de la République dominicaine. Il s'éloigne petit à petit de Porto Rico. Il est à 150 km des côtes. C'est pour ça que les vents sont un tout petit peu moins violents que lors du passage de cet ouragan sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il va continuer sa progression. Donc aujourd'hui, le long des côtes de la République dominicaine, Haïti la nuit prochaine et demain, Cuba pour la journée de samedi. C'est là qu'il va faiblir très légèrement. Il va repasser en catégorie 4. Ça veut quand même dire des vents à jusqu'à 250 km/h. Et puis il va donc finir par remonter vers la Floride. Et là, le scénario s'affine petit à petit. Et malheureusement, ce que l'on craignait, c'est que ce soit vraiment la région de Miami qui va voir passer l'ouragan au-dessus d'elle, avec des rafales jusqu'à 250 km/h et des pluies particulièrement intenses attendues entre samedi soir et la journée de dimanche. Alors effectivement, pendant que nous parlons, nous voyons les derniers préparatifs. Miami, en Floride, des réfugiés qui essayent au maximum de se protéger. Vous en parliez aussi tout à l'heure, de faire des réserves, mais les réserves, à quoi servent-elles quand tout est dévasté et tout est détruit? La Floride, vous voyez des kilomètres et des kilomètres de voitures qui partent, qui essayent d'échapper à ce qui va arriver. Inéluctablement, de toute façon, les vents vont arriver et on risque d'avoir les mêmes scènes que l'on a connues cette nuit. Oui, absolument, avec donc des vents un peu moins intenses, mais tout de même plus de 200 km/h. Ce sera donc plus puissant que l'ouragan Matthew qui avait pourtant été dévastateur en 1992 dans cette zone-là. Et puis là encore, le problème, c'est la surélévation du niveau de la mer. Outre les vagues qui vont déferler sur le littoral, des vagues de 8 à 10 mètres, il y aura ce phénomène d'aspiration. Plus l'ouragan est puissant et costaud, plus la pression atmosphérique sera basse et plus l'élévation du niveau de la mer sera importante. On a eu 2,60 m sur Barbuda hier matin à l'arrivée de l'ouragan. On pourra avoir également 2 mètres au niveau des côtes de Floride qui sont extrêmement basses. Donc on s'attend également à l'invasion de la mer vers l'intérieur des terres. Tanguy Bagné, comment est-ce qu'on gère? On a vu ces images de cet exode de tous ces gens qui fuient Miami notamment. Comment est-ce qu'on gère ces évacuations en tant que pompier? Quel est votre rôle dans ces cas-là? Alors, il faut noter que la Floride a la chance de ne pas être une île dans ce cas. Donc les populations vont pouvoir remonter vers le nord des États-Unis et se diluer, si je puis dire, sur le territoire. Sur un territoire plus restreint comme une île, c'est impossible ou très compliqué. Sur Saint-Martin, il était impossible d'évacuer 70 000 personnes en quelques jours. C'est vraiment une opération difficile. Sur le territoire métropolitain, ça arrive régulièrement, notamment lorsqu'il y a des feux de forêt, mais c'est à petite échelle, bien évidemment. C'est quelques centaines de campeurs, quelques dizaines de villageois lorsque les habitations sont menacées. Donc là, on est dans une ampleur que nous ne connaissons pas, bien évidemment. Ce qui est assez extraordinaire, et vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'on parle bien sûr de Saint-Barthélemy, il y a aussi Saint-Marthe, il y a aussi cette île dont on n'a absolument, sous votre contrôle, Cédric, aucune nouvelle depuis hier, aucune communication. Quelle peut être, même si on n'aime pas ce type de prédiction, quelle peut être la situation par rapport justement à la topographie, par rapport aux constructions? On n'a pas d'image, encore une fois, mais est-ce qu'ils ont pu mieux s'en sortir? Alors, Saint-Martin, c'est une île séparée en deux entre la partie française et hollandaise. Vous avez parlé des 70 000, 75 000 habitants. Au total, en effet, oui. Mais Saint-Barthélemy, c'est 10 000 habitants. Enfin, c'est 9 000 quelque chose. Donc, on a un nombre d'habitants plus limité. On a surtout des constructions en dur. À Saint-Martin, vous avez des ghettos. Vous avez des cases en bois et en tôle. Vous avez des habitations sommaires. Vous avez un nombre d'immigrés extrêmement important qui vivent dans les plus précaires des conditions. Ce n'est pas le cas à Saint-Barthélemy, où là, vous avez des maisons en dur qui ont... On dit l'île des milliardaires. Et donc, les habitations sont censées résister un peu plus. Malgré tout, le frère du président de la collectivité territoriale de Saint-Martin a fait un tweet qui est passé de manière miraculeuse en disant « C'est une véritable catastrophe, c'est une tragédie, nous vivons en enfer ». Ça veut dire que Saint-Barthélemy même, aujourd'hui, est devenu aussi un enfer, malgré effectivement une problématique différente avec des constructions plus solides. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur notre plateau. L'édition spéciale se poursuit sur LCI et LCI.fr. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.